Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. On se retrouve pour un nouvel épisode des questions TTRPG avec Aquat, que vous avez déjà entendu dans un épisode assez récent. Aquat, comment vas-tu? Mais ça va très bien. Et toi-même? Ça va très bien. Est-ce que la dernière fois, je ne t'ai pas présenté, mais est-ce que tu as des choses à partager, Aquat, que tu aimerais que les gens sachent avant qu'on commence? Je sais que tu as un petit jeu, un truc comme ça, si tu veux en parler. C'est horrible, on dirait que j'ai réclamé alors que pas du tout. Non, c'est Oui, attends, gratuit. mais je vais faire ça moi-même parce que c'est fait. Aquat, l'auteur d'Amarante? C'est vrai, c'est moi. Disponible sur pepinside.com. Qu'est-ce que c'est, Amarante? C'est un jeu type OSR d'aventure et d'exploration où on prend la mer dans un univers de Moby Dick fantasy et on s'échoue sur des îles hyper dangereuses où les persos vont mourir, mais c'est pas grave, on raconte l'histoire de l'équipage. Et ça se joue en Westmarch. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et ceux qui te connaissent pas, comment est-ce que tu résumerais? Tu sais, je t'introduis beaucoup plus que les autres. C'est ça, un truc de fou. c'est ça ce format en fait, c'est que des surprises. Tu es né où? Non, je déconne. Non, et ce qu'il faut savoir, c'est pour ceux qui ne viennent pas discuter fréquemment sur Discord, c'est que Aquat est très présent sur Discord. Enfin, sur le Discord, le bon MJ en ce moment en tout cas. Et du coup, si vous voulez venir discuter à l'occasion, n'hésitez pas. Et on va y aller tranquillement, Aquat. J'ai choisi des questions parmi les questions où je me suis dit qu'elles pourraient un peu t'intéresser. Tu vois, il y en a, les fois précédentes, je me suis dit, si je les pose au hasard, la personne, peut-être, elle aura rien à en dire. Bon, après, avec toi, je suis pas sûr que tu aurais rien à en dire, mais bref, allons-y. Mais je suis favorisé. Les autres, ils vont vous détester quand je vais retourner dans la cour, maîtresse. Un peu de concentration. Première question. Pardon. Où est-ce qu'elle est? Attends, je la retrouve. C'est Ok. ça la question? Non, c'est bon, je l'ai. On commence par une mise en jambe. Dans un jeu politique, c'est une question de Kramal. Dans un jeu politique avec plusieurs factions et des PJ qui changent la balance entre les factions, comment organiser ces notes pour pouvoir efficacement retrouver les événements qui influencent les factions? Je sais pas si je l'ai déjà fait dans un exercice très compliqué où j'avais besoin d'un système de prise de notes. Donc ça me plaît d'y réfléchir à la question. Parce qu'il me Mais j'ai semble... pas une solution toute faite, c'est cool. Non, jamais de solution toute faite. Hein. Chaque campagne son combat, j'ai envie de dire. Et toi, je sais que tu jouais à un truc un peu japanisant, genre Sengoku et tout. C'était pas un jeu à faction et tout, tu vois, c'est pour ça que j'ai pensé à toi, mais peut-être que je me suis trompé. Bah oui, mais et les PJ, il y avait plein de personnages. Il y avait 8 personnages qui foutaient le bordel, il y avait des factions politiques. Déjà, honnêtement, c'était jamais très compliqué. Les factions, elles veulent envahir le territoire du voisin, finalement, tu vois, quand on y réfléchit dans le jeu. Mais je vois bien des jeux avec des factions politiques qui ont des objectifs tordus, tu vois, compliqués, qui rentrent pas en confrontation directe avec les autres. Ou peut-être même au sein des factions, il y a plusieurs personnes, t'as les PJ qui foutent le bordel là-dedans. Je vois bien comment ça pourrait m'arriver, tu vois, de me dire, attends, faut que je note où en est chaque faction et ce qu'elle sait, pour pas oublier. J'ai juste jamais eu le cas où ça m'a pris la tête, tu vois, je prenais 3 notes sur un bout de papier et je m'en souvenais, quoi. Ok. Parce que là, il y a une autre question qui est juste à côté. C'est pour ça que si ça tombe, on peut en faire une sorte de package de ces deux questions. Il y a une autre question, c'est Marco Volo qui dit comment prévoir quelle sera la longueur des horloges des factions, le laps de temps entre chaque avancée du monde finalement, pour laisser au PJ le temps d'agir s'il le souhaite. J'imagine que ça dépend de chaque campagne, mais tout conseil est bon à prendre. Donc peut-être plutôt que de répondre précisément sur la prise de notes, parce qu'en fait la prise de notes, j'ai l'impression que c'est un sujet genre qui transcende les factions. Par contre, ces deux questions-là, elles parlent de gestion de factions et je dirais aussi de ce qui se passe dans le background, parce que comme tu l'as dit juste avant, des fois, en fait, t'as des factions, Ouais. et juste les PJ n'ont pas encore interagi avec, et toi, tu vois, potentiellement, t'es en mode, est-ce que je les utilise là, maintenant, et donc potentiellement, je pousse la narration, tu vois, je pousse l'histoire à avancer, ou est-ce que j'attends? Est-ce que je fais un planning? Est-ce que, tu vois, je note à des dates précises les événements? J'ai un calendrier de campagne, tu vois, où je me dis à tel moment du calendrier, mes factions, elles vont agir? Ou est-ce que c'est que juste pour relancer la machine, relancer l'histoire que je le fais, tu vois? Est-ce que t'as une approche ou plusieurs approches? Je vais parler d'approches que je connais, que je les ai utilisées ou pas, mais je pense que tu les connais aussi, donc on va en parler à deux, quoi. Déjà, il y a ces histoires d'horloge, hein, où, pour ceux qui connaissent pas, quoi, tu vas parfois noter un certain nombre une jauge, en disant, je sais pas moi, elle va de 1 à 6. À certaines étapes, il se passe quelque chose. Donc, et parfois, une faction, elle est même écrite comme ça, en disant, elle a une jauge de 1 à 6, disons, et à 1, elle commence à envoyer
envoyer des émissaires à droite à gauche pour savoir ce qui se passe. À 3, elle essaye de prendre possession de la ville. À 5, elle lance un coup d'État ou je sais pas quoi. Tu fais ça, toi, des fois? Ouais, moi, j'avoue, je me sers. Enfin, les horloges, c'est un peu un mot valise. Enfin, ça vient de Blade in the Dark, je crois, le concept. Peut-être que ça existait avant, j'en sais rien. Moi, je les utilise pas forcément. J'utilise pas forcément tel quel. J'ai plus des sortes d'événements et j'utilise des dés d'usure. Tu vois le principe de dés d'usure? Explique-le quand même. Ouais, pour ceux qui suivent pas, parce que j'en parle tout le temps. Non, c'est vrai qu'à tout moment, quelqu'un peut arriver et découvrir. En gros, le dé d'usure, c'est, je sais pas, par exemple, j'ai un truc, ça s'appelle l'attaque du dragon, et je me dis, l'attaque du dragon, c'est un D8. Et par exemple, au début de chaque séance, je jette mon D8, et s'il fait 1 ou 2, ce D8, il rétrograde et devient un D6. Puis aux séances suivantes, je jetterai un D6. Et je le lance, et au bout d'un moment, il fait 1 ou 2, et ça devient un D4. Et au moment où je peux plus rétrograder, parce que enfin, si je pourrais lancer une pièce et faire pile ou face, mais ça sert à rien. Au bout d'un moment, en gros, j'ai rétrogradé mon dé jusqu'à 0. Et à ce moment-là, l'événement arrive. Donc en fait, c'est pas vraiment comme les horloges de Blade in the Dark, qui sont peut-être un peu plus une manière incrémentale et moins aléatoire de progression. Mais voilà, c'est un moyen de pas savoir quand est-ce que les choses vont se passer, de le randomiser un peu. Moi, des fois, je me sers de trucs comme ça, quoi. Et effectivement, comme c'est une mécanique, bah en soi, ça nécessite pas vraiment une prise de notes. C'est plutôt genre, tu fais un peu, tu penses à des acteurs qui pourraient impacter la campagne et tu réfléchis à comment ils vont le faire et tu trouves une mécanique plus ou moins aléatoire pour le faire avancer, quoi. Et une question qui se pose là dans ce qui est dit là, je trouve que c'est aussi la question de la transparence des horloges. Genre dans tout, alors on peut mettre des horloges avec des détails de ce qu'il y a, de ce qui va se passer. On peut mettre des horloges avec une incrémentation qui est un petit peu aléatoire, c'est-à-dire c'est pas sûr que ça avance, avec par exemple des dés d'usure. Et puis on peut mettre des horloges qui sont un peu visibles par la table. Moi ça c'est ce que je fais souvent à Sengoku typiquement. Je pose une horloge, et je dis, les gens à l'intérieur du château regardent votre petite guerre civile dans la cité, là. Pour l'instant, ils bougent pas. Je pose une horloge. Et à chaque fois que les PJ tentent une action, j'incrémente l'horloge. Ok. Et je te préviens généralement que à X point, le château va commencer à bouger dans un sens. Ils auront pris une décision. Et quand l'horloge est au bout, cette décision sera irrévocable. Je veux pas dire qu'ils ne pourront pas les arrêter, tu vois. Mais disons, à 4 sur 6, le château il commence à sortir des troupes et il dit on va aller mater la rébellion. Et à 6 sur 6, il n'y a plus moyen de discuter avec eux pour les empêcher de faire ça, quoi. C'est tuer tous les gens qui étaient dans la rébellion, par exemple. Yes, donc en fait, je trouve que c'est une approche qui est pas mal, en fait, qui est assez ludique, parce que ce que ça fait, c'est que, en fait, c'est des unités... Enfin, le fait que c'est quand les joueurs, ils effectuent une action qui fasse avancer l'horloge, en fait c'est une unité de jeu, tu vois, l'action, en fait c'est genre j'impacte la narration, j'ai autant de chances d'impacter la narration avant que, enfin d'impacter le monde, peu importe, avant que l'autre agisse. Et je pense même qu'à ce moment-là, d'une certaine façon, t'es même pas obligé de décider comment va réagir le machin, tu sais juste qu'il va réagir. Oui, tout à fait, ouais. Du coup, genre, tu peux rester souple. Parce que des fois, la galère un peu des horloges, d'une certaine manière, je vois, tu sais, dans la question de Marco Volo, il y a le laps de temps entre chaque avancée pour laisser au PJ le temps d'agir s'il le souhaite. En fait, des fois, la difficulté quand on fait des horloges, je trouve, le piège, c'est d'écrire le plan des méchants et de le faire s'appliquer tel quel, alors que j'ai l'impression qu'à chaque session, les actions des PJ, potentiellement, elles vont me faire revoir le plan des méchants. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça sert à rien d'essayer de prédire ce que vont faire exactement les factions. Par contre, leur choisir une sorte de taux de réactivité, c'est intéressant, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et ça me fait réaliser un truc, c'est que je sais que ça existe, le format où une faction, est déterminée par justement ces degrés de réaction à ce qui pourrait se passer. Je pense d'ailleurs que je l'ai fait dans des jeux, j'ai jamais réussi à m'en servir. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, c'est peut-être je l'ai mal fait, ou finalement j'ai jeté l'outil à la poubelle en jouant. Mais je pense surtout que ça vient du fait que je trouve ça ok, mais c'est personnel, hein, d'inventer la réaction de la faction selon ce qui se passe, tu vois. Si je la connais et que je sais ce qu'elle veut, je peux attendre le dernier moment pour déclencher une réaction, finalement. Ouais. En fait, je pense que le principal intérêt des horloges, c'est justement de rendre ça ludique et transparent, comme tu le disais. Parce que si moi, pendant toute la campagne, je jette secrètement un dé pour savoir quand est-ce que le dragon il va attaquer, mais que mes joueurs ils sont absolument pas au courant qu'il y a cette mécanique, finalement, ça ne va rien changer. Et il y a aussi plus de chances finalement que je m'y tienne pas et que je choisisse en fait quand est-ce que la faction agit.
ce qui est pas mal en soi, mais j'avoue que dans ma philosophie de jeu, j'aime bien mettre une certaine part en fait de ces choses-là sur la table, parce que comme ça devient une contrainte de jeu en fait. Je me souviens d'avoir parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps à qui je conseillais d'utiliser une horloge dans un truc, je sais pas si c'était du Cthulhu ou un truc du genre, c'était un truc horrifique en tout cas. Et il y avait une montée crescendo de l'horreur jusqu'à, je sais pas, je vais dire le réveil de la bête. Et je lui avais proposé de mettre une horloge sans expliquer ce que c'est, tu vois, un truc très flou quoi. Mais l'horloge elle est là pour les joueurs, ce qui fait qu'ils voient bien qu'à chaque fois qu'ils font une action il y a quelque chose qui avance. Qui est quasiment la même chose que de dire c'est un one shot et la partie s'arrête à minuit, tu vois. Mais ça me paraît plus ludique et puis les gens comprennent l'unité de j'agis, ça bouge. Alors quand je dis j'agis, c'est évidemment pas quand on crochette une porte, hein, c'est quand on une action, je sais pas, c'est un truc qui pèse sur l'histoire. Ouais, on n'est pas plus avancé, c'est ce que je dis finalement. Si, bah, enfin, en fait, une autre manière de le voir là que je me dis, c'est que tu peux faire que c'est les échecs en fait qui font avancer l'horloge. C'est-à-dire que si tu décides pas telle action, enfin à chaque action machin, mais genre si je rate mon crochetage, bah j'ai fait du bruit, l'horloge avance, tu vois. Ça c'est pour une infiltration, parce qu'en fait ce principe des horloges peut t'en servir même pour autre chose que des factions et tout. Donc en fait c'est juste une sorte de mécanique de jeu abstraite, mais qu'on peut réfléchir de plein de manières différentes, je pense, l'horloge. Et si on... J'avoue que souvent je fais ça, hein, d'ailleurs, quand il y a l'horloge où à chaque action elle avance de 1, des fois quand le truc est raté ou tu sais, réussi avec conséquence, la conséquence je m'autorise à dire l'horloge avance d'un cran de plus par exemple. Ouais, voilà. Tout à fait. Et donc je pense qu'on a un peu parlé de la longueur des horloges. Alors quand même la question initiale c'est comment prévoir quelle sera la longueur des horloges. Donc je dirais que ça dépend des campagnes, comme il est dit dans la question. Je pense que ça dépend de comment fonctionne la mécanique qui déclenche l'horloge. Pour moi, il y a soit une histoire plutôt de calendrier, et là on se pose vraiment la question de quelle est la longueur de l'horloge, c'est-à-dire il y a des campagnes où tu vois, tu peux te dire... dans 3 semaines, il va se passer ça, indépendamment de ce que font les PJ, parce qu'on considère que c'est quelque chose sur lequel ils n'ont pas d'impact, tu vois, genre, je dis n'importe quoi, t'es dans une région à explorer, et tu te dis, au bout de 3 semaines, il va y avoir une nouvelle faction qui va arriver à la frontière de cette région, qui va changer, qui va arriver et devenir un des game changers de la campagne. Donc là, tu peux vraiment penser en termes de longueur, enfin, en termes de temps dans la fiction, ouais, c'est plutôt ça. Tandis que si c'est des horloges, en tant que mécanique, comme on vient d'en parler, t'as moins le contrôle sur dans combien de temps elles vont s'activer, parce que c'est le jeu des joueurs, donc c'est du temps de jeu en fait dont il est question là, et le nombre d'actions que les joueurs vont pouvoir réaliser qui va impacter ces horloges. Et à ce moment-là, moi je ferais la carte de la transparence, parce que du coup, en fait, c'est presque, je trouve, ça annule un peu la question de l'horloge. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, ça devient un truc dont les PJ sont conscients, et je ne me pose plus la question de est-ce que je leur laisse le temps d'agir ou pas, parce qu'en fait, ils vont prendre les décisions en ayant connaissance de la contrainte, en fait. Ouais, je comprends. Et en plus, je réfléchis en parallèle, j'avoue que moi, je règle mes horloges à la grosse louche, en vrai. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. En fait, non, plus exactement, je pense que je mets une horloge que quand c'est quand même un peu imminent. Alors, je parle pas de l'horloge, le dragon va se réveiller dans tant de temps... Et ils en ont pas conscience. Hein. Je parle d'un truc où je leur dis, où ils ont conscience que s'ils n'agissent pas, il va se passer quelque chose. Bah, je la mets quand ça devient un petit peu palpable, quoi. Quand il reste quelques actions à faire. Peut-être même quand ils pourraient déjà faire une action pour essayer de contrer le truc, tu vois. Genre, le démon va se réveiller. Tu pourrais déjà attaquer les cultistes qui sont en train de réveiller le démon. Sauf que si tu le fais tel quel, sans information, c'est un peu chaud. Et ben là, je mets une petite horloge à 6 ou 8 crans. Et tu peux essayer d'améliorer ta situation au risque que ça commence à moitié réveiller le démon ou que les cultistes se préparent, quoi. Donc c'est quand même quand on se rapproche vachement du truc. Avant ça, je mets pas des horloges 30 séances à l'avance juste pour ma gestion, quoi. Yep. En tout cas, je sais pas faire. Yep. Et je pensais à un truc sur la première question que posait Kramal. Mais peut-être du coup, je mets un peu entre parenthèses tout ce qu'on a dit sur des systèmes d'horloge, tout ça, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il commence à y avoir dans ta campagne des mensonges qui circulent, parce que tes PJ ont raconté des cracks à tout le monde, tu vois, et ça devient compliqué de savoir qui sait quoi et qui pense quoi. Parce que ça me fait penser à ça, sa question. Un imbroglio politique où franchement ça devient vraiment compliqué de savoir qui a quelles infos, quoi. Ouais, ça m'est déjà arrivé dans un truc un peu urbain où j'avais mis plein, beaucoup trop de factions et de PNJ
Et ouais, c'était très difficile d'avoir une vision claire de. C'est là où je me dis que c'est dans ce genre de contexte que je me dis qu'enregistrer les parties pour les réécouter, ça pourrait être intéressant des fois. Mais ouais, un truc où en fait les PJ, on va dire, ils voient que la surface de l'iceberg et en fait il y a plein de trucs. Et j'avais le sentiment que ça devenait ultra arbitraire ma manière de voir comment les différentes factions réagissent. Ouais. Parce que les PJ n'avaient même pas conscience, par exemple, de ces factions, tu vois. Donc j'avais l'impression qu'en fait, il y avait tellement de trucs secrets, etc., que potentiellement, quand ça leur tomberait sur la gueule, ça semblerait poussif, tu vois, sortir de nulle part. Ouais. Je sais pas si ça colle vraiment avec ce que tu dis, mais... Moi, bah si, ça fait quoi mon sentiment? C'est à chaque fois que ça m'est arrivé. Alors moi, j'enregistre toutes mes parties et je les réécoute souvent. Et quand ça m'est déjà arrivé exactement ça, quoi, de me dire là, il y a des degrés d'embrouille où je voudrais noter précisément quelque part et c'est laborieux qui c'est quoi pour pas oublier, tu vois, parce qu'on va avoir une pause de 3 semaines pour les fêtes ou je sais pas quoi. Et à chaque fois que je me suis retrouvé là-dedans, j'ai eu le sentiment que j'étais en train de faire une connerie, que j'étais en train de proposer à la table un truc d'un niveau de complexité qui est plus tellement utile au jeu, tu vois. Yep. Si jamais... Alors, que les PJ ratent une information, c'est ok, hein. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais ils commencent à en rater suffisamment pour qu'à la fin, j'ai l'impression que ma décision est arbitraire, que je sais que telle qu'elle sera reçue, exactement comme tu disais, quoi. J'aurais pu dire toute autre chose, ça changeait rien. Ils diraient, mais on n'avait pas de prise là-dessus, on était largués. Bah, je sais pas, j'ai senti que ça allait pas le faire, j'étais pas à l'aise, quoi. Ce qui est compliqué en plus, c'est que des fois, du coup, pour essayer de rattraper ça, pour clarifier en gros les PJ, ils sont dans une ville avec plein de factions avec lesquelles ils n'ont pas interagi, c'est un powder keg, et d'un seul coup ça explose et eux ils n'ont pas trop compris pourquoi, et ils se prennent, je sais pas, des assassins sur le dos, et enfin, ils ont trop d'affaires à gérer. Et des fois en fait, pour essayer de rattraper ça, en fait, l'erreur je pense c'est de retomber dans une forme d'exposition, tu sais, de leur donner toutes les infos pour qu'ils comprennent, parce que ça aussi c'est vachement artificiel, quoi. Tu sais, d'un seul coup t'as des PNJ qui viennent les voir et leur expliquer la vie, tu vois. Du coup, t'as l'impression juste qu'il y a un délire du MJ, tu vois, qui joue dans son coin et qu'on a raté quelque chose. Et je pense, en fait, c'est un peu dû à une trop grande, moi je le vois comme ça, une trop grande complexité en amont. Parce qu'en fait, la complexité, elle peut se créer en jeu, et dans ce cas-là, bah, j'ai le sentiment que les joueurs, ils comprennent ce qui se passe, tu vois. En fait, ils rencontrent les PNJ, il leur arrive des aventures avec les PNJ, et tant qu'ils ont eu une interaction, etc., et que, par exemple, un PNJ qui les attaque, c'est issu d'une vengeance, d'une action passée des PJ, etc., ça reste de l'ordre du compréhensible. Je pense qu'en fait, parfois, je mets trop de factions, tout simplement. Je mets trop de PNJ, et j'avais fait une vidéo là-dessus en disant, j'avais pris une sorte d'analogie avec le jongleur, tu vois. Tu jongles à 1 balle, ça va, tu jongles à 2 balles, ça va, à 3 balles et tout. Et à un moment, en fait, où ça commence à partir en couille, t'as trop de balles, genre et tu fais tomber des balles, tu vois. Tu te dis, oula, cette faction-là, je sais plus quoi en faire, et on n'arrive plus à jongler avec tous les trucs qui sont en jeu. Et j'ai le sentiment que vouloir démarrer avec trop de balles, attention à bien le prononcer, ça, je ne savais pas. Ça peut partir en sbeul, quoi. En trop de balles, oui. Peut-être une solution dans ces cas-là, je pense que... Ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, mais vraiment ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Mais je crois que c'est... Comme tu dis, déjà c'est toujours possible de recomplexifier une situation après. Partir des choses simples et ensuite commencer à activer des nouveaux leviers dès que tu as une occasion en or de le faire. À partir du moment où ça devient cacophonique, le but c'est pas de dire je vais tout simplifier pour que les joueurs gagnent, hein, c'est pas du tout ça, mais si mettons tes joueurs tentent de prendre le contrôle de la ville, ils ont pour cela joué avec 2 factions. Or, il y en a 3 autres qui ont été totalement ignorés. Je pense que c'est pas la peine de leur faire tomber ces 3 factions sur la gueule pour leur dire c'est ça le problème, tu vois. Autant qu'ils tentent leur coup d'état, mettent quelqu'un sur le trône, et là, il y a une personne qui introduit du coup une des 3 factions oubliées, qui vient contrecarrer leur plan au dernier moment et qui annonce le prochain scénario avec des nouveaux objectifs possibles qui peuvent se filer, comprendre qui étaient ces ninjas qui ont débarqué au dernier moment pour assassiner notre prétendant au trône. Toi. Et tant pis. C'est vouloir rendre lisibles les 3 factions qui jusque-là étaient dans l'ombre, ça n'a pas de sens quoi pour moi. Ça va juste créer de la confusion dans l'histoire qui a été racontée quoi. Complètement. Et j'aime bien cet exemple parce qu'en fait, le fait de se dire, alors on est au bout d'un moment, toute campagne trouve une fin, qu'on le veuille ou non, mais le fait de se dire, tu vois, je suis pas obligé de mettre mes 6 factions pour que ce soit intéressant. Par contre, je sais que j'ai ces factions en réserve, et en fait, au moment où,
pour reprendre le truc du jongleur, tu vois, tu jongles à 6 balles avec tes joueurs, tu vois. Et toi, t'as des balles dans ta boîte à balles, tu vois. Et genre, en fait, au moment où il y a une des balles, elle sert plus à rien dans le jeu et qu'on décide volontairement de l'acheter, à ce moment-là, t'en réintroduis une. Et en fait, en réintroduisant petit à petit des nouvelles factions, des nouvelles choses, c'est comme ça que tu prolonges ta campagne. T'as le sentiment, en fait, que ça continue de progresser de manière organique. Le fait de rajouter une faction juste au moment où on pensait que ça allait se terminer, bah ça veut dire que c'est pas fini en fait, tu vois. Alors que si en gros à un moment tu peux te dire là je vais atteindre mon seuil de complexité, je vais laisser tous les joueurs tout résoudre et tout laisser retomber et maintenant je vais remettre 4 nouvelles factions, là ça peut faire un peu ça peut être un peu trop découpage. Ça peut permettre à la campagne de respirer, tu vois. Ellipse, la ville a évolué, nouvelles rumeurs, nouvelles machins. Mais si tu veux aller dans la continuité, je pense, au lieu d'avoir une rupture comme ça, tu peux, par exemple, je dis n'importe quoi, réintroduire ta faction des ninjas là, pour la prise du trône, même dans le camp des PJ, tu vois. Genre des mecs, les PJ, ils sont en galère dans la dernière mission, j'en sais rien, et t'as les ninjas qui viennent les aider pour une raison inconnue. Et du coup, ça va réveiller la curiosité pour ces ninjas, et ce sera peut-être le némésis de la suite, quoi. J'en sais rien. Oui, t'es pas obligé de leur taper dessus ou de dire votre plan échoue. C'est ce que j'allais dire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément les ninjas qui arrivent et qui assassinent le gars que tu voulais mettre sur le trône, et en fait, tu croyais que t'allais arriver à faire quelque chose, et non. Si t'arrives à faire un truc où, ok, vous mettez quelqu'un sur le trône, en revanche, c'est que les autres factions, moi, je vais considérer qu'elles vous ont laissé faire parce qu'elles savent qu'elles auront le contrôle du Sénat et une éminence grise bien placée, ou que sais-je, quoi. Donc les PJ ont avancé et ça tease des nouveaux problèmes pour la suite, quoi. Ouais. Ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un truc, genre... je sais que toi, tu te sers pas mal de... comment ça s'appelle? Tabletop, Virtual Tabletop Simulator, ouais. Tabletop Simulator. Tu fais pas mal de GN. Puis même moi, tu vois, par exemple, dans le même ordre d'idée, je me sers pas mal de Holbert. Et en fait, je pense que dans la gestion des factions comme ça, il y a peut-être un enjeu visuel aussi. Parce qu'en fait, on a tendance à oublier les choses si elles sont pas devant nous. Et je pense que si les PJ, ils ont, je sais pas, une illustration qui représente chaque faction, cette histoire de notes là dont parlait Kramal, elle peut, entre guillemets, ne plus être un problème. Parce que... Il y a délégué au PJ parce que c'était marqué, enfin on le voyait, quoi. C'est ça, en fait. On peut avoir une sorte de relation map qui se trouve au centre de la table à tout moment. Et je pense même à un truc, tu vois, où tu peux redonner une forme d'agentivité aux joueurs. C'est-à-dire que tu pourrais aussi avoir des cartes retournées qui représentent les factions de la ville. Et en fait, eux, ils peuvent, quand ils suivent des rumeurs ou des trucs comme ça, ils pourraient retourner une de ces cartes pour découvrir une des factions de la ville, en sachant toujours qu'il y en a 4 ou 5 qu'ils n'ont pas découvertes, tu vois. Et en fait, un peu régler, entre guillemets, leur jauge de complexité et avoir une idée de à quel point on connaît la ville. Et une fois qu'on aura retourné toutes les cartes, là, on aura toutes les cartes en main, en fait, littéralement. Je trouve ça hyper stylé comme outil. En plus de ça, je pense que je suis vraiment pas le seul, mais j'ai déjà utilisé ça pour des grandes cités où les gens arrivent et tu sais, je mets des points d'intérêt sur Tabletop Simulator avec des petits pions. Et les pions passent en couleur quand les joueurs ils sont allés, quoi. Et ils mettent des notes sur les pions, d'ailleurs. Tu vois. Ils disent, ah, ici, c'était ce truc-là, etc. Donc, ils voient bien qu'ils n'ont pas visité toute la cité. Et quand j'ai ma carte du Japon, là, à Sengoku, c'est pareil. Alors, c'est très facile parce que là, en l'occurrence, les factions, souvent, c'est des gens dans un château. Donc, tu vois les châteaux comme sur une carte de bataille, un peu. Donc, tu risques pas d'en oublier, quoi. Mais t'as raison, dans une ville, rien n'empêcherait de mettre 5 cartes au-dessus de la cité qui sont les 5 pouvoirs de la cité. Et en plus, je trouve que cette lisibilité, elle est gigantesque. Genre, tu rentres dans la ville, tu vas parler au poissonnier du coin, tu lui dis qui dirige ici. Et mettons, le poissonnier est un peu érudit, il va te dire il y a clairement le roi, faut pas oublier le conseil militaire, et puis l'église. Et il vient de t'en donner 3, tu vois. Et dans ta tête, t'es là, tu fais ok, il y en a encore 2 autres, je sais pas qui c'est, quoi. Et tu vas creuser et découvrir que c'est la guilde des poissonniers déjà. Il te l'avait pas dit, le petit salaud. Et puis il y en a encore un 5e, tu vois, peut-être tu feras toute ta campagne en te disant je sais toujours pas qui c'est, quoi. Et c'est un peu comme ces horloges dont on parlait qui sont sur la table et on sait pas ce qui se passe quand elle va arriver au bout. Moi je trouve ça super ludique, ça clarifie beaucoup de choses, c'est trop bien. Yes, et en fait, alors je vois un peu, je pense que ça va pas parler à tout le monde parce que il va y avoir les gens qui vont te dire oui, mais ça fait un petit peu le jeu vidéo et tout. En fait, il faut s'ouvrir l'esprit parce que si les jeux vidéo font ça, c'est pas pour rien.
C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire tout au théâtre de l'esprit. C'est un style, peut-être d'ambiance, je sais pas. Sur du Cthulhu, tu vois, je me vois mal mettre autant de trucs comme ça. Je sais pas, ça pourrait faire un côté très jeu de plateau. Mais finalement, quand t'es dans une ville et quand t'es dans un jeu de faction, bah, y a un côté jeu de plateau, en fait. En fait, ça peut renforcer l'immersion. Et je trouve qu'en fait, parfois, l'exploration, ça semble un peu random, un peu... tu sais, tu n'as aucune notion de à quel point je connais cet endroit, de complétion. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est un truc intéressant, tu vois, il faut à chaque table et en fonction de chacun des objectifs qui est poursuivi, se demander est-ce que ça peut pas être utile. Et je pense que j'aime bien cette idée de montrer les points d'intérêt comme des points d'interrogation sur une map de jeu vidéo dans une ville, honnêtement. Parce qu'en fait, ça te donne une idée de à quel point j'ai envie de l'explorer. Je suis pas obligé, tu vois. C'est pas forcément si artificiel que ça. Mais par contre, pour le joueur qui aime l'exploration, bah, c'est un régal. Moi, là, je suis sur une campagne. Le fait qu'on ait une map hexagonale et on voit des hexagones avec des titres sur les hexagones, genre le lac de machin, le pavillon de chasse du comte, etc. Et le fait que je vois aussi très bien qu'il y a un brouillard de guerre et qu'en fait, la map, elle est plus grande que ça. Personnellement, moi, ça m'excite et ça m'immerge, tu vois. Ouais, et en plus de ça, tu vois, si on prend la comparaison avec ces jeux vidéo où les gens reprochent, tu sais que tu as trop d'indices et de panneaux qui t'indiquent où il faut cliquer et ce qu'il faut faire. Ouais. Tu vois de quoi je parle? Ouais, Je trouve que complètement. malgré tout, dans nos parties de jeux de rôle, même avec les meilleures interfaces du monde, on reste très très loin de ça déjà. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, si l'ambition, par exemple, que j'imagine être celle de Kramal, c'est de jouer un jeu politique un peu complexe, je trouve que ça enlève presque rien à la complexité de ce jeu politique, quoi. Il peut être d'une complexité démentielle. La proposition de jeu peut être ultra velue, très très crunchy, rentrer dans les détails d'un jeu politique avec des rencontres dans des alcôves, des éminences griffes, des truc comme ça. Avoir un petit point de départ qui, sur la table, te donne une vague sensation de combien il y a de factions, je trouve que c'est loin de péter mon délire, quoi. J'ai le souvenir comme ça dans une partie d'un moment où quelqu'un dit, je vais faire simple, quoi, parce que je me souviens plus des détails, mais quelqu'un a dit, mon personnage veut retrouver sa place au sein de sa famille noble, tu vois, un truc comme ça, univers de Medfan. Et le MJ lui a répondu, pour faire ça, il te faudra l'appui d'une famille politique importante, beaucoup d'argent et, je vais dire n'importe quoi, des terres, tu vois. Donc il a divisé l'objectif. Et une fois qu'il a fait ça, je trouve que c'était pas mal parce qu'il lui rendait accessible une quête politique qui sinon est un peu floue, quoi. Je le connais pas par cœur, cet univers, mon personnage le connaît beaucoup mieux que moi. Et en vérité, ces 3 étapes peuvent être abominablement longues, se resubdiviser en plein d'étapes. C'est très très loin d'être des guidelines où ça te dit exactement où il faut cliquer, quoi. Ouais, et puis en plus, une grosse différence entre le jeu vidéo, encore une fois, parce que je vois bien le parallèle un petit peu vieux jeu de oh non, ça ressemble trop à un jeu vidéo. Mais en fait, le truc, c'est que je vois aussi l'enjeu dont tu parles. Oui, des jeux vidéo où de plus en plus tu as la boussole et en fait, tu ne regardes plus ton environnement, tu es guidé uniquement par une sorte de HUD d'interface, etc. Et en fait, c'est là où les deux médias se séparent parce qu'en fait, les éléments visuels, je pense, dans le jeu de rôle, vont justement permettre d'éviter d'être dans le point and click et le Mother May I. Enfin, genre le demander tout le temps au MJ comment je fais. Parce qu'en fait, si je vois la map, si je vois les points d'intérêt, si je vois qu'il y a des cartes de faction, j'ai plus besoin de demander au MJ de tout m'expliquer. Et en fait, je subis moins une forme d'exposition. C'est moi qui décide d'aller vers ces éléments qui sont déjà disponibles à moi et de les activer. Alors que tu vois, si je suis dans une ville et que je dois demander, alors est-ce qu'il y a un port? Oui, il y a un port, tu vois, tu sens les embruns marins. Et blablabla, blablabla. Ok. Est-ce qu'il y a... Et en fait, ça peut être un peu laborieux, tu vois. Ouais. Et on peut gagner, entre guillemets, en efficacité et augmenter l'impression, en fait, que mon personnage, il peut tout de suite faire des trucs sans demander et sans pour autant inventer. Parce que tu vois, des fois, la crainte, c'est que le joueur, à l'inverse, en fonction du jeu auquel on joue, il se dit, je vais voir l'église, tu vois. Et là, c'est le MJ qui dit, non, il n'y a pas d'église, en fait. Et du coup, il fait, s'il n'y a pas d'église, alors je vais voir... je sais pas. Et en fait, je pense que ça peut fluidifier la conversation. Tu vois, il voit qu'il y a l'église. Il n'y a pas eu besoin du MJ qui explique ce que c'est l'église. On voit, il y a l'église, elle est au centre du village. Elle est au centre de la table, en fait. Et je peux tout de suite essayer d'interagir avec sans devoir passer par le MJ, ce qui peut fluidifier, en fait, la conversation, quoi.
Je suis assez d'accord, ouais. J'espère qu'on a donné des billes à Kramal et Marco Volo. Yes. On sera jamais sûr en fait dans cet exercice, quoi. Les gens seront pas là pour expliquer leurs questions. C'est Quoi, ça. j'espère que non. J'espère qu'ils vont dire, ok, alors ma question, je la reprécise, c'était pas du tout ça. J'ai une autre question. Comment on fait pour jouer à un jeu vraiment? Quelle est la part mécanique et quelle est la part personnelle? C'est Cortex. Donc tu vois, je pense que ça... J'essaye une première interprétation, tu me diras si t'en as compris autre chose, mais c'est cette idée de... T'as des gens, ils disent, on joue à Vampire, mais ils jouent pas avec les règles de Vampire, ils jouent avec l'univers de Vampire. T'as des gens, ils jouent à D&D, mais en fait, ils ont transformé toutes les règles. Ou à l'inverse, t'as des gens, ils disent, on joue à Star Wars, mais avec les règles de D&D, tu vois. Enfin, genre, et à quel point transgresser les règles, subvertir les règles pour y mettre nos attentes, bah ça nous décale de l'idée qu'on se faisait initialement. Je pense que l'enjeu, il peut se situer sur le fait de trouver une table. En fait, il y a des cultures de jeu qui se créent malgré les jeux. C'est une question deep, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le premier truc auquel je pense, c'est... Ou alors, disclaimer, quoi, c'est que ça n'a pas d'importance pour moi de jouer au jeu vraiment. L'important, c'est de jouer vraiment à ce à quoi on joue. C'est-à-dire que si c'est trop protéiforme, que personne n'est d'accord sur ce que c'est, ça va pas. À partir du moment où, à la fin, on a un truc et tout le monde autour de la table est à peu près d'accord sur ce que c'est, on va pouvoir jouer... convenablement et de façon fluide. Voilà, mais maintenant que j'ai dit ça, j'ai pas répondu à la question. Comment on fait pour jouer un jeu vraiment du genre un jeu qui existe et le prendre pleinement, quoi, en n'y ajoutant pas sa culture de jeu, son logiciel de maîtrise. Je pense que c'est ça. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des jeux, je commence à y jouer et immédiatement, je me dis, c'est pas exactement comme je voudrais. Je le change et parfois, en regardant en arrière, je me dis, je me suis pas fait une vraie opinion de ce jeu et j'ai un peu fait ce que je fais d'habitude, tu vois. Ouais, oui, c'est ça, ouais. C'est le premier truc auquel je pensais, c'est si je devais faire l'exercice, c'est de me dire, il faut surtout pas que je rajoute quoi que ce soit au début. Je me contente de jouer exactement ce qui est écrit, et si quelque chose apparaît qui est une conséquence logique de ce qu'on a fait jusque-là, on va s'en emparer. Et honnêtement, je pense que je ferai jamais l'exercice, entre guillemets, notamment parce que... Enfin, je trouve ça hyper dur, parce que quand tu démarres une table, par exemple, les premières minutes, elles sont cruciales, et moi, je sais que j'y pense, si possible, longtemps à l'avance. Je me dis comment mettre tout le monde en énergie pour démarrer, tu vois, au bout de 10 minutes. Or, si jamais je suis censé, moi, rien rajouter, ça me paralyse un peu, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Déjà, je pense... Moi, je ferais la distinction entre, effectivement, volontairement changer le jeu et faire des erreurs. Tu vois, genre le mec qui me dit, ouais, tu joues pas à Vampire parce que tu te trompes sur la mécanique. Je pense, en fait, déjà, il faut s'enlever. Moi, j'ai une petite idée. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, même si c'est pas encore très clair dans ma tête. Alors, attends. En Je gros... me concentre que sur ce que tu dis. Je me dis que un des ennemis de tester vraiment un jeu, c'est de vouloir paraître pour un MJ cool ou un joueur cool, tu vois. Parce que des fois, t'as un joueur, il va arriver avec sa culture, son bagage, ses facilités, sa zone de confort en fait de jeu, ou un MJ, Ouais. et il va vouloir en faire la démonstration au joueur pour montrer, entre guillemets, le meilleur de lui-même, tu vois. Et en fait, donc, je pense pas que ce soit une tare, mais c'est un élément qui peut faire passer à côté du jeu. Et donc, je dirais que pour vraiment tester un jeu, et en ce moment, c'est un truc qui me travaille, donc je pense qu'il faut jouer avec des gens qui ont tous envie de tester ce jeu. Par exemple, si je dois initier des gens au jeu de rôle, en fait, peu importe le jeu auquel je vais jouer. Ils n'ont jamais fait de jeu de rôle. Donc, en fait, ce que j'essaie de leur montrer, c'est que le jeu de rôle, c'est cool, tu vois. Et à ce moment-là, par exemple, je pense que c'est un contexte où, typiquement, je vais outrepasser le jeu. Parce qu'en fait, je vais me dire, lui, il parle pas assez, lui, il comprend pas bien la règle, ok, on va la simplifier pour lui. Et nanana. Je vais être dans l'onboarding, tu vois, ça va être mon objectif numéro 1. Et je pense que le meilleur moment pour vraiment jouer à un jeu, alors déjà, il y a le fait de bien le lire, en fait. Le fait d'accepter de faire des erreurs sur ce jeu, et le fait d'être avec des gens qui ont envie aussi de jouer à ce jeu, by the book, et qui, ça les dérange pas de se casser les dents. Parce que tu vois, justement, dans cette histoire de première session, ça peut être le truc où tu vas passer à côté du jeu, en fait. Parce que t'essayes de faire une sorte de show, et donc, quand le jeu te met des bâtons dans les roues, tu le dégages. Et pour ceux qui n'étaient pas vraiment venus pour tester le jeu, c'est pas gênant, mais pour ceux qui étaient vraiment venus pour tester le jeu, et peut-être ils ont lu les règles, ils peuvent se dire « Ah, donc on est en face de ce genre de MJ-là. » Tu vois, moi je pensais qu'on allait jouer au Monopoly, mais en fait c'est la bataille corse en fait. Mais bon, c'est l'intro, donc peut-être que c'est normal. et en gros, de plus en plus, je me dis, et c'est assez rare en fait de se retrouver dans ce truc-là, dans cette situation que je trouve un peu idéale. Je trouve que c'est super cool d'être
tous hypés par le même jeu et de venir pour y jouer. Et du coup, de se dire, si on se pète les dents dessus, c'est pas grave, tu vois. On va pas juger le MJ parce qu'on est tous en train de faire la découverte. Et même moi, je connais pas encore très bien les règles et on a des conversations sur les règles après. On se dit, ah, cette règle-là, tu l'aimes bien, toi et tout. Et on lit tous le livre. Dans cet écosystème-là, je trouve que ça peut être trop intéressant de jouer au jeu pour ce qu'il est, tu vois. Mais c'est rare en jeu de rôle, je trouve. Oui, à cause de moi, tu vois, typiquement. Parce que, en tant que joueur, j'aime l'idée et je pense que je peux faire un effort supplémentaire pour me dire je vais mettre de côté tous mes petits tricks là qui font qu'une première partie se passe bien. Je vais juste suivre ce qui est écrit, attendre qu'on me donne la parole. Je pense que je peux me discipliner, quoi. En tant que MJ, moi je pense que j'en suis pas capable, tu vois. Demain je joue à Vampire, les joueurs rentrent dans le Succubus Club, la boîte de nuit de Chicago, commencent à foutre un peu le bordel parce qu'ils veulent des réponses et ils veulent parler à quelqu'un. Si jamais ça... Tu vois, potentiellement, il y a un moment où je vais me dire c'est le moment parfait pour mettre une de ces fameuses petites horloges là, sur la table. J'ai cet outil, je le connais, je suis à une table avec des gens, il y a 2 joueurs sur les 3, on a fait ça la semaine dernière dans un autre jeu, pourquoi je le ferais pas ? Et en plus de ça, quand je le fais, la session me donne raison à la fin, puisque tout le monde, ça a plu à tout le monde et ça a bien marché, j'ai utilisé le meilleur outil que j'avais à cet endroit-là. Donc déjà, un truc que tu as dit que je voulais ressouligner, c'est lire et relire le jeu jusqu'à comprendre tout ce qu'il y a dedans et comprendre ce qu'il n'y a pas dedans, prendre des notes sur ce que je m'autorise à faire et ce que je m'autorise pas à faire, ça c'est un truc que je fais à chaque fois que je maîtrise ça. Je me mets des petits post-it où je note mes 3 priorités en tant que MJ dans cette partie, tu vois. Et c'est jamais les mêmes, hein, tu vois. Ça peut être un truc du genre fais des descriptions très courtes pour laisser poser des questions. Hop. Et je note 2-3 trucs comme ça, tu vois. Mais même en faisant ça en tant que MJ, j'aurais beaucoup de mal. En tant que joueur, je serais prêt à faire l'expérience, mais je trouve ça difficile. Peut-être notamment parce que je suis pas complètement convaincu de l'utilité, quoi. J'ai l'impression qu'on fait un exercice d'archéologie ou de rétro-engineering pour essayer de comprendre exactement l'intention de ce jeu-là en y jouant. Parce qu'on fait une confiance aveugle dans le fait qu'il a été designé par un génie. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que moi, je fais pas confiance dans le fait que le jeu était designé par un génie, mais je me fais pas tout à fait confiance non plus pour savoir ce qui est exactement génial ou pas génial. Tu vois, je me dis, ça peut le fait de juger trop vite une mécanique, c'est ce qui te fait rater plein de trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Il y a une forme de préjugé et ça s'applique à tout en fait. Hein. C'est genre je lance une vidéo, le mec au début il arrive pas à me captiver, je me barre et je vois qu'il restait 50 minutes et je me dis putain, si ça tombe il y avait des petites perles, tu vois. Ouais, ça arrive tout le temps. Tu regardes As a Weight Shot, au bout de 10 minutes, tu t'emmerdes de ouf parce que c'est super chiant. Et à la fin, tu te dis, je suis quand même passé à côté d'un Kubrick. Tout le monde dit que c'est génial. Il faut que je réessaye, quoi. C'est comme les jeux vidéo, tu vois. Tu te pètes les dents sur le premier boss d'un jeu difficile et tu te dis, est-ce que je peux trouver du plaisir dans le tryhard ? À quel point ce sont mes biais qui me font me dire que le jeu il est pas ouf là alors que juste je suis pas dans les bonnes dispositions pour y jouer. Et tu vois, genre, je trouve que par exemple les débriefs très très tôt dans les campagnes, parfois peuvent être complètement gâchés par ça parce que d'un côté... Il a son petit commentaire sur ce que selon lui il aurait fallu faire pour que ce soit mieux sans essayer de nouveau. C'est ça, genre des fois t'as les 2 scénarios, c'est genre... je me rends compte que le jeu c'est un peu galère, donc en tant que MJ je dis bon vas-y on va faire un truc plus fluide, là je vois que ça avance pas parce qu'en fait tu as une sorte t'as un héritage rôliste qui te dit que le MJ est responsable du fun sur les épaules et donc tu te dis si là on comprend pas les règles et que les joueurs ils s'ennuient, c'est à moi MJ de dire venez on arrête de respecter les règles et du coup à la fin on dit ouais moi j'ai préféré à partir du moment où on a pu respecter les règles et ensuite c'est très difficile de revenir en arrière. Ou à l'inverse, tu vas avoir le joueur qui dit moi j'ai bien aimé mais les combats c'était un peu poussif, c'est souvent les combats. Hein. C'était lourd, je sais pas quoi. Et en fait tu te dis si j'avais essayé de relire la règle le lendemain et si j'avais fait un deuxième combat et si on s'était autorisé un petit combat genre full didactique, on s'en fout. Tu vois après 2-3 sessions on se dit ok, je pense qu'on a pigé des trucs mais il y a des trucs que ça veut pas rentrer donc vas-y on se fait un combat genre en mode les règles vraiment là. Presque on s'en fout des descriptions et de l'enjeu du combat et on essaie de bosser le truc. Si ça tombe, il y a un truc à en tirer vraiment. Et une fois que tu as ce qu'on appelle un peu la game mastery, mais c'est pas le fait de maîtriser la partie de jeu de rôle, hein, c'est le fait de maîtriser le jeu auquel on joue.
Des fois, je pense que tu peux en retirer des choses balèzes. Je pense même... j'ai un exemple concret, là. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je sais plus, qui est pas encore sortie, bref. Sur Vampire avec Cortex, Ouais. je pense que j'essayais trop de jouer le vampire tel que je me l'imaginais et que je laissais pas la mécanique me contraindre tant que ça. Dans le sens où, dans Vampire, il y a un moment où tu foires un jet de dés et c'est la bête qui s'empare de toi, parce que tu manques de sang, enfin, je sais plus exactement, mais bref. Et en fait, moi, je jouais mon mec un peu tout le temps bestial, tu vois, de base. Genre, c'était une sorte de gros bourrin, un peu et tout. Et finalement, a posteriori, je me dis, ça aurait pu être complètement différent si j'avais bien maîtrisé les règles, si j'avais pris le temps de m'investir là-dedans et de me rendre compte qu'à un moment donné, le jeu allait me dire, là, tu pètes un câble, tu vois. Plutôt que de le faire par moi-même tout le temps. Parce que du coup, ça transforme, d'une certaine façon, ce qui est... ça transforme, en fait, la personnalité de mon personnage, brutal comme ça, en une sorte de gimmick. C'est juste moi qui décide que mon personnage il est comme ça. Là où le jeu me dit attends, en fait, grâce à notre mécanique, tu vas pouvoir nuancer ton personnage et il aura plusieurs modes un peu, tu vois. Et ça, au moment où dans le jeu, on m'a dit, tu vois, il y avait une scène où moi j'avais envie de tout péter. Bon, il y avait souvent des scènes où j'avais envie de tout péter. À un moment, je crois que en plus c'est vers la fin de la campagne, je suis passé en mode bestial. Là, je me suis dit attends, ça m'est jamais arrivé avant ça. Et là, je me suis dit ok, là je vais faire vraiment un truc mais complètement débile et ultra violent, tu vois. Et je me souviens, je me suis dit, ça c'est cool, tu vois. Alors qu'avant, le fait de le pousser moi en tant que joueur, au bout d'un moment je trouvais ça un peu artificiel, tu vois. C'est un bon exemple. Ouais. Et tu m'as convaincu au passage. C'est dans le sens, tu m'as convaincu que c'est un exercice. Et je pense que si je voulais bien le faire, puisque la question était comment faire, au-delà de lire le jeu plusieurs fois, je pense que j'essaierais de jouer un peu solo au jeu. Tu sais, de rencontrer avant d'arriver à la table des situations pour me dire, ok, comment je maîtrise ça, comment j'arbitre ça. Et peut-être qu'il y aurait moyen de préparer une liste de questions du type. Comment c'est géré quand il se passe ça avec des situations un peu typiques de jeu de rôle, tu vois, en préalable. Genre, comment je prends la décision, un truc qui peut se poser dans quasiment tous les jeux. Si jamais un PJ essaye de convaincre un PNJ de quelque chose, comment je décide de la difficulté, comment je décide du maximum qu'on peut obtenir, comment je décide ce qui se passe si on rate, tu vois. Et je pense qu'avec une liste de questions un peu complète comme ça, à la lecture du jeu, tu peux déjà beaucoup plus anticiper comment tu vas maîtriser, plutôt que de te retrouver à un moment donné où c'est le show must go on, quoi. T'es en train de maîtriser, et là, tu vas prendre une décision arbitraire qui va colorer l'expérience de ta préférence personnelle ou ce qui te semblait le plus pertinent à cet endroit-là, quoi. Le contexte dans lequel je trouve que c'est le plus intéressant, pour moi, je me dis, tu vois, probablement que... comment expliquer ça ? Là, on entre dans un peu le domaine de l'ego et de comment se présenter aux gens et tout. Mais en vrai, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à faire ça avec des gens que je connais pas. J'aurais trop envie de leur montrer que ça peut être fun qu'on joue ensemble. Et genre, j'aurais peur qu'à la fin d'une session, ils se disent « Ah, c'était galère et tout », parce que moi, je me suis trop attaché au bouquin et moins intéressé à eux, tu vois. Parce qu'en fait, presque le jeu... Des fois, c'est une tierce personne à la table. Je sais pas comment dire. Et si pendant toute la partie, tu vois, on entend souvent parler, ouais, le MJ, il avait le nez dans son bouquin, ça avait l'air galère, pas fun et tout. Et en fait, ça, je peux le comprendre parce que c'est aussi un moment de sociabilité, le jeu de rôle. En fait, je trouve que le meilleur moment, le meilleur endroit pour tester un nouveau jeu, c'est soit c'est vraiment écrit noir sur blanc, tu joues avec des gens que tu connais pas, mais on est tous venus, pas pour show off, pour tester ce jeu, ça c'est le cas numéro 1. Ou alors, tu sais, à l'issue d'une campagne, t'as joué avec des gens, et genre c'est bon, maintenant on s'est prouvé qu'on se kiffait, on s'est montré ce qu'on pouvait apporter personnellement, on s'est montré on s'est vu dans différentes circonstances, et là en fait c'est là où changer de jeu, et se plier à l'exercice de respecter le jeu auquel on va jouer, ça peut prendre toute sa valeur, parce que justement ça va nous permettre d'avoir quelque chose de nouveau et de pas refaire la campagne qu'on vient de faire avec des gens, tu vois. Ça me fait penser à... Alors, pour se passer de ce moment de séduction qui va, moi, s'imposer à moi si je m'assois à une table, joueur au MJ, mais particulièrement MJ, ça me fait penser à, encore une fois, une métaphore théâtrale, quoi. Tu sais, les lectures au théâtre. Le moment où les comédiens s'assoient, lisent le texte, et souvent, ils jouent un truc très désincarné pour essayer de partir d'une table vierge. Et c'est logique, en fait, quoi. Si jamais t'assois Leonardo DiCaprio et que tu lui fais faire une lecture et que tu lui dis, vas-y,
séduis-nous, il va imposer tellement de choses. Un ton, une réponse, un registre, enfin ça va être hyper chargé quoi. Alors que si tu pars d'un truc assez plat et que tu fais l'exercice de départ comme ça, dès qu'on rajoute quelque chose, on va pouvoir le souligner ou l'annuler. Or moi c'est pas du tout comme ça que j'ai l'expérience d'une première table de JDR quoi. Demain je fais en impro un donjon, d'ailleurs c'est le cas, demain je vais jouer une petite partie de DCC avec Tantan où il n'y a pas grand chose dans la proposition de départ. Je vais être a priori en opération séduction. Et ça veut dire qu'à la fin, en débrief, il y aura 10 000 trucs à dire, tu vois. Minute 2, t'as fait ça, c'était rigolo. Minute 6, tiens, on a inventé un PNJ collégialement tous ensemble. Minute 8, on a joué une petite ellipse. Et ça devient impossible d'analyser l'objet. Ouais, Alors ouais. que si on joue flat, presque volontairement, on se dit, ok, ça c'était le jeu et maintenant on va rajouter des touches personnelles. Et en plus, ça rend simple l'exercice d'écriture de la proposition de jeu, tu vois. Plutôt que de me passer une commande et de me dire, demain on joue à ça. Et c'est un jeu dans lequel il va falloir que tu sois mystérieux, que tu laisses parfois transparaître le fait que ton personnage peut devenir bestial, et en même temps, c'est un jeu où le PVP est rare mais peut arriver. Ça commence à être une commande complexe. Alors que si tu me dis, je joue platement ce qui est écrit, ça me déresponsabilise. On commence en douceur. Ouais, et puis il y a un côté, tu vois, c'est vraiment apprendre les gammes avant de subvertir, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, j'aime bien cette idée. Puis j'aime bien ton parallèle aussi avec les acteurs. Tu sais, ça me fait penser à, tu vois, si t'apprends pas à jouer avec des nouvelles contraintes, qui peuvent être le jeu. Parce que tu peux trouver des contraintes ailleurs dans le jeu de rôle, tu vois, tu peux te dire change de personnage, mais on est plus dans une sorte d'exercice théâtral, de trouver le ton du personnage et tout. Mais il y a un parallèle, parce que pour moi, le jeu, vraiment, le jeu de rôle, s'il n'y a pas un petit peu des règles et tout, tu sais, genre très rapidement, j'ai l'impression que ça m'intéresse moins. Et en fait, dans ce truc de règles, comment expliquer? J'ai l'impression, tu vois, que si on respecte pas les règles, et que à chaque fois je fais le truc à ma sauce, c'est un peu comme si j'étais Schwarzy et qu'on m'appelait pour un 50e épisode de film d'action, tu vois, et que je pouvais rien faire d'autre. Ah ouais, c'est un peu le danger, ouais. Et si on découvre pas des nouveaux jeux pour voir où ils nous emmènent, on aura, au bout d'un moment, dans notre trousse à outils, il y aura toujours les mêmes stylos qui sortent, quoi. Les stylos, une trousse à outils. Ce qui est pas grave en soi, mais moi ça me parle comme question en tout cas, parce que, enfin bref, je pense qu'on a pas mal parlé de la question. Est-ce qu'on a répondu à la question? J'ai l'impression quand même un peu. T'en fous, c'est le Cortex. Ouais, j'avoue. Next. Alors, cher Hugo, est-ce que je devrais laisser mes joueuses m'expliquer le plan génial de leur personnage entre deux parties? Une question de à quoi te sert mon nom? C'est pas moi, oui, c'est ça, c'est moi qui l'avais écrit ce truc-là. Ah, elle est bien celle-là parce que, à mon avis, on va pas faire longtemps dessus, c'est un petit dessert. Vas-y. Bah, moi, j'avais posé la question, donc faut que tu répondes en premier. Tu vois ce que je décris ou pas, ou tu veux que je la contextualise vu que je suis là? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que je devrais laisser mes joueuses m'expliquer le plan génial de leur personnage entre deux parties? Ça dépend. Je sais pas. En fait, Allez, bonne nuit. je vois où est l'enjeu. Pour moi, il y a ce truc de... Il va y avoir un cambriolage. Les PJ font un plan. Comme je connais leur plan, je sais ce qu'ils vont faire. Et je vais subvertir le truc. Je vais mettre la complexité... En fait... En gros, leur plan va devenir plus ou moins caduque. Le risque, c'est que je rende leur plan caduque parce que, comme je sais exactement ce qu'ils vont faire, ils vont passer par les douves. Je vais mettre des crocodiles dans les douves pour rendre ça plus intéressant. Et À l'inverse, tu vois, il y avait rien dans les douves pour passer. Et comme ils ont décidé de passer par les douves et qu'ils se sont amusés en disant on va construire des super costumes, on va faire des super potions de transformation en grenouille et tout ça. Bon bah, je vais pas faire ça pour qu'ils aillent nager dans les douves après avoir fait des super potions de transformation en grenouille pour se rendre compte qu'il n'y a pas de passage dans les douves. c'est ça, en fait. Il y a l'idée que pour que le truc soit intéressant à jouer, il faut qu'il y ait de l'adversité. Et le risque, c'est que quand ils vont faire leur plan, eux, ils veulent éviter l'adversité parce qu'ils sont en mode problem solving. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais adapter mon adversité pour que ça reste quand même la merde et donc rendre leur plan inutile. Ou alors, je vais faire en sorte que pour que ce soit narrativement plus intéressant, je vais subvertir leurs attentes. Par exemple, ils ont compris, je dis n'importe quoi, ils ont compris le plan du méchant, sauf qu'ils l'ont pas encore mis face au fait accompli. On a compris ton plan. Et donc, je me dis, on peut faire un parallèle avec autre chose que le plan, je vais essayer de les surprendre parce que je veux absolument qu'il y ait un plot twist. Donc en fait, une fois qu'ils ont compris le mystère, je change le mystère pour qu'il y ait un plot twist. Tu vois, c'est un peu toute cette logique-là, quoi. Ouais. Donc en réalité, quand ils te disent à l'apéro 2 jours avant la partie oh, on a discuté, on a une super idée de plan pour faire tomber le grand méchant, tu te bouches les oreilles, tu t'enfuis. En fait, c'est compliqué.
En fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où moi, je sais déjà exactement tout ce qu'il y a dans le château. Et le cas de figure où je sais pas ce qu'il y a dans le château, mais comme ils ont dit qu'ils allaient au château et qu'ils ont fait un plan pour prendre le château, moi, je savais pas encore ce qu'il y a dans le château et je l'invente maintenant. C'est encore deux cas de figure différents. Parce que moi, je pense, si je sais exactement ce qu'il y a dans le château, c'est-à-dire que ma préparation du point d'intérêt, entre guillemets, dans lequel ils comptent exercer leur plan, vient en amont du fait qu'ils aient eu connaissance de ce point d'intérêt. Ce qui était le cas, par exemple, dans la Shadowmarch. Genre, par exemple, il y a des donjons, ils étaient prêts 4 sessions à l'avance, dans les grandes lignes, et je les fignolais à la fin. Mais je savais ce qu'il y avait, je savais plus ou moins les pièges, etc., etc. Je préfère... Mon cas de figure préféré, c'est celui-là. C'est je sais, depuis un certain temps, exactement ce qu'il y a là. Évidemment, je le modifie un peu, parce que peut-être... je sais pas, je m'étais dit, ils vont aller dans le château, et là, il y aura tel PNJ, et en fait... ils l'ont tué à un autre moment ou ils l'ont convaincu ou je sais pas quoi. Donc, il y a toujours un peu d'adaptation à faire. Et le meilleur cas de figure pour moi, c'est genre de rester true to my prep, tu vois. Genre, je sais exactement ce qui va se passer. Mais c'est un peu une configuration, je dirais, OSR. Un peu jeu traditionnel, là où tu as des jeux qui t'invitent tout simplement à ne même pas réfléchir au plan et qui sont purement narratifs, et je pense que dans ce cas-là la question devient caduque, tu vois, genre un peu un jeu. D'accord. Donc je pense dans du jeu traditionnel, je préférerais savoir à l'avance, comme ça je peux même écouter leur plan et rire sous cap, tu vois, dire. Mais bien sûr qu'ils vont passer par les douves. C'est là où se trouve le troll. Même si c'est agréable et que ça te fait marrer, il n'y a pas d'intérêt pour le jeu à ce que tu écoutes le plan. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt. Et effectivement, c'est marrant que tu dis ça. Ça peut être trop stylé que les PJ fassent leur plan, mais que moi, je ne sache pas leur plan jusqu'au jour du truc. Pour être surpris par leur plan, tu vois. Le truc que j'aime pas trop là-dedans, mais c'est pas une contre-indication, mais c'est que des fois, t'as les joueurs qui essaient de piéger le MJ. Par exemple, je pense à la situation où, je sais pas, le joueur, il veut foutre le feu, tu vois, j'en sais rien, à un bâtiment. Il dit, est-ce qu'il y a de la paille? Moi, je fais, ouais, il y a de la paille. Il fait, ok, est-ce que je suis à une portée suffisante pour lancer une bougie, etc., etc. Et des fois, je trouve que c'est pas efficace dans la conversation. Et donc, j'aime pas cette position où les joueurs essayent de me piéger pour que leur plan fonctionne, en me disant pas toute leur intention d'un coup, parce que ça peut casser la fluidité, en fait, tu vois. Ouais, je t'accorde. En plus de ça, franchement, je vais peut-être dire une connerie, mais je vais la dire quand même. Je trouve 99% du temps, à moins que le MJ soit un vicelard ou je sais pas quoi, hein, c'est pas justifié, quoi, finalement, tu vois. Je veux dire, autant dire, est-ce qu'il y a moyen de mettre le feu en balançant une bougie? Et le MJ va répondre avec la même honnêteté, a priori, quoi. Bon, c'est une grange, il y a probablement de la paille, une bougie, t'as sans doute ça dans ton sac, let's go, tu vois. Qu'est-ce qu'on a gagné à faire ça, quoi? C'est ça. Et ce que je me dis, c'est que si en gros t'instaures dans, on va dire, le dispositif de jeu, ne me parlez surtout pas de vos plans. Par extension, je pense, il faut leur dire, par contre, quand on va jouer, vous inquiétez pas qu'on va jouer de bonne foi, donc ça sert à rien pendant la session d'essayer de m'embrouiller, restons efficaces. Moi, je vous suis. Et je pense d'ailleurs que, on reviendra sur la question initiale après, parce que j'ai l'impression qu'on l'a un peu tordu, mais je pense d'ailleurs que les mécaniques sont là pour ça, en fait, aussi. C'est-à-dire que moi, mes joueurs, ils peuvent m'expliquer leur plan parce qu'on a des mécaniques de jeu. S'il y avait pas de mécanique de jeu et que j'arbitrais tout, ce serait peut-être un peu plus... Qu'en fait, s'ils me donnent leur plan, mais que je me dis que le bon déroulement de leur plan va être vraiment conditionné par le fait qu'ils réussissent leur jet de dés, et en fait, dans tous les cas, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est toujours intéressant de jouer le cambriolage, le machin, le truc, parce que c'est la mécanique qui va trancher à la fin. Mais si je vais avoir plein d'arbitrage à faire et tout, et que je suis un MJ qui contrôle plus l'expérience et qui me donne leur plan, ouais, peut-être j'aurais l'impression d'être spoilé, d'avoir déjà joué la session avant même qu'on l'ait joué, et du coup, me sentir encore plus obligé de devoir subvertir leurs attentes et modifier ma prep pour rendre ça intéressant, hein, parce que je me dis, bah là, s'ils font exactement ce qu'ils ont dit, en fait, je les aurais déjà laissé gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Non, mais je suis d'accord avec tout ça. Et à chaque fois, moi, ça me dit plutôt, je préférerais pas savoir. Mais la vérité, si je suis parfaitement honnête, c'est qu'à chaque fois que j'ai un PJ qui fait ça, j'hésite. Et finalement, je dis, ah, vas-y, raconte. Et je craque. Parce que je me dis, allez, je changerai rien à la prep s'il y a une prep. J'arbitrerai de la même façon que tu me le dises ou pas. Mais je me dis, mais imagine qu'ils me disent un truc où je peux préparer la musique qui va bien, ou je sais pas quoi. Tu vois, genre, je vais rien changer, sauf si c'est vraiment mieux, tu vois. Et je finis par craquer, quoi. Je suis trop curieux, quoi. Ouais, ça introduit un biais. Parce que la vérité, c'est que si t'as l'idée du siècle dans les douves, quand eux ont une idée du siècle de leur côté, pas pour les contrecarrer, hein, mais pour sublimer leur idée, ouais, j'arrive pas à pas ouvrir la boîte, quoi. Ouais. Alors qu'en tant que PJ, je raconte jamais mes plans. Et pire que ça, moi je suis, alors pas la bougie et la paille là, mais en revanche ce que j'ai déjà fait, c'est dire au MJ, j'envoie une lettre à tel mec dans la ville, le MJ me dit il y a quoi dedans,
Et là, je lui donne la lettre et elle est cachetée. Et je lui dis, si t'es beau joueur, tu la décachettes que à la fin de la séance quand je te le dis. Quoi. Mais c'est intéressant parce On qu'en a fait ça, tu vois. Et c'est un traquenard, mais bon, c'est pas un truc pour le niquer. J'essaye de piéger des gens et je me dis, si tu le vois pas venir, si je fais un beau twist et tout, ça peut être trop cool, tu vois. c'est intéressant parce qu'en fait la question elle est vachement dépendante des mécaniques et de comment on joue. Tu sais, je pense aussi aux joueurs qui font des méga plans alors qu'ils ont pas vraiment beaucoup d'infos. Et genre des fois, tu sais, tu vois qu'ils sont en train de faire un putain de plan. Toi, tu sais exactement ce qu'il y a dans le château et tu fais, ils sont en train de perdre un temps mais monstrueux, tu vois. C'est abusé, ouais. Oui, tout à fait, ouais. Ils vont arriver dans les douves, ils vont se rendre compte que c'était une illusion et ils auront acheté une potion de grenouille ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin, T'es soumis à la tentation de leur dire des trucs des fois. et c'est là où... Le plan, il dit, il commence par dire faut faire des potions de transformation en grenouille. Il y en a pas dans la ville, il y en a pas dans ton univers, tu vois. Ouais. T'es hyper tenté de dire ça marchera pas ou de dire alors la moindre potion alchimique coûte 10 pièces d'or, vous avez une pièce d'argent à vous tous, tu vois. Et ça m'embête de faire ça, surtout en dehors de la partie. Ouais, c'est là que tu vois, je pense à des jeux comme Blades ou les trucs comme ça où tu sais, tu peux rétroactivement avec une sorte de, je sais plus, c'est avec une meta-currency, je sais plus comment la mécanique fonctionne exactement, mais tu peux, au moment où j'arrive et que je vois les douves, utiliser une mécanique qui me dit que j'avais pensé à prendre la potion de grenouille, etc. Donc en fait, cette question est vachement dépendante du jeu auquel on joue. Je dirais que si le but, c'est... pas ça souvent. Ouais, Je dirais que si le but, c'est de faire vraiment réfléchir les joueurs, etc., on est dans un dispositif un peu traditionnel. Moi, je leur dirais, les gars, si vous voulez faire un plan, etc., pensez bien au fait d'avoir les infos, tu vois. Peut-être je leur dirais ça. Comme ça, c'est eux qui font le travail d'obtention des infos, et pas moi qui dois leur donner les infos en me disant sinon leur plan il marche pas, etc. En fait, je pense que ça dépend vachement du jeu. Et si le but c'est plutôt d'avoir une histoire stylée et genre juste de décrire comment mon mec il est tellement fort parce que c'est Brad Pitt et genre il est trop fort Brad Pitt. Bah à ce moment-là, je me dirais ok, là il faut un jeu plus narratif quoi, où le mec il peut sortir de son slip n'importe quel gadget qui va lui permettre de faire face à la situation. Et dans ce cas-là, je dirais les gars, faire un plan ça ne sert à rien, obtenir des infos sur l'endroit ça ne sert à rien, on va découvrir tout ça en jouant. On est là pour raconter une sorte d'histoire sur le moment. Voilà. Et si tu voulais avoir pensé à prendre une potion de transformation en grenouille, on fera un jet d'intelligence rétroactif, au pire, enfin, on se démerdera, quoi. Ah, il faut que j'aille pisser de ouf, attends. Attends, il y a du montage, du coup. Ou alors, j'ai la chaîne pour moi. Ben, en vrai, venez sur Discord. On fait des petits apéritifs. Tout le monde ramène ses petites problématiques de JDR, parle rapidement de ce à quoi il joue. On fait des petits exercices où on se met des moments d'actual play, puis on en parle après. Mais genre 1 minute d'actual play et on en discute. Donc voilà, je fais la promo. Venez faire un tour sur Discord. Je sais que tu m'écoutes en pissant, Hugo, alors je vais t'accompagner. Et ça, tu vas être obligé de couper. Tes chiottes sont à quelle distance de ton bureau, je me demande. En général, quand tu vas pisser, ça prend 2 minutes, 2 minutes 30. C'est quoi le temps moyen d'un pipi? Temps moyen d'un pipi. Les mammifères mettent 20 secondes pour uriner, 20 minutes.fr. Aussi bien les éléphants que les chats. Attends, quoi? Article 20 minutes.fr après. Hein. La prochaine fois, chronométrez-vous pour savoir si vous... Chronomètre-toi, Hugo. Si vous êtes dans la moyenne du règne animal. D'après des chercheurs américains. Putain, c'est une blague. Les mammifères de plus de 3 kilos mettent tous environ 20 secondes à se vider la vessie. Que ce soit les éléphants, comportant une vessie qui peut contenir 18 litres d'urine, ou les chats qui urinent environ 5 millilitres. Pas couper ça. Je pense que je garderai tout. Je vais tout garder. En plus, au bout d'1 heure de vidéo, il restera plus personne. Je suis plutôt chat ou éléphant? Ah, toi, t'es plutôt éléphant, toi. Ouais. Oh putain, c'est grave. Ok. Est-ce que on a encore des choses à dire sur les plans géniaux, pardon? Non, moi, c'était cerise sur le gâteau. C'est plus que les gens y réfléchissent de leur côté. Je trouve ça marrant comme question. La prochaine fois qu'on se croise sur le Discord, les gens, dites à Hugo, moi, est-ce que vous écoutez les plans? Tu veux qu'on termine en chanson? Je sais pas chanter, moi. Je sais pas, fais-moi Gavroche. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Tombé dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.